Mon propos, ça sera de voir comment, par quel mécanisme, on peut passer de la situation de crise actuelle, triple crise économique, écologique et sociale, au développement durable. Et je vais insister sur les alternatives que construisent les territoires et les citoyens. Donc mon plan d'intervention, ce sera le suivant. Premièrement, je vais montrer qu'il y a une montée de la désaffiliation à un système qui ne procure plus de sécurité en général. Deuxièmement, je vais donc parler de ces initiatives de citoyens et de territoires qui préfigurent un développement durable. Et enfin, je m'interrogerai sur est-ce que ces initiatives, qui sont alternatives, permettent de mener une transition vers un développement durable. Alors, tout d'abord, effectivement, cette triple accélération des 3 dernières décennies, même plus, donc marchandisation, mondialisation, financiarisation. Ces 3 accélérations sont très interdépendantes et elles sont le symptôme de la lutte contre la baisse du taux de profit, dans la mesure où effectivement l'extension du domaine de la marchandise permet d'augmenter les profits, dans la mesure aussi où la mondialisation permet d'étendre géographiquement l'extorsion de profit, et la financiarisation est effectivement un procédé qui permet de créer des profits par la spéculation. Donc ces 3 accélérations produisent du dumping social, du dumping fiscal et du dumping environnemental. Dumping social par la mondialisation, c'est assez clair. On a vu les activités de main-d'œuvre peu à peu s'éloigner des pays où les salaires étaient et la protection sociale étaient corrects pour effectivement participer à l'essor de la Chine, par exemple, qui est devenue l'atelier du monde, mais qui développe la Chine elle-même, participe de nouveau à ce dumping social dans la mesure où elle délocalise les activités de main-d'œuvre vers d'autres pays comme le Bangladesh, etc., là où les salaires sont plus bas. Voilà, donc on voit que ça produit également de l'insécurité. Dumping fiscal, bon, c'est assez connu, en tous les cas en Europe, et puis on connaît la stratégie des firmes multinationales. Et dumping environnemental, effectivement, on voit que la Chine, devenue l'atelier du monde, si on comptabilise ces émissions de gaz à effet de serre, on peut considérer que 23% de ces émissions de gaz à effet de serre sont liées à ces exportations vers les pays développés. Donc, on voit que cette mondialisation produit du dumping environnemental. Et effectivement, donc, on voit que cela engendre une triple crise économique, sociale et environnementale. Crise économique, bon, c'est le cas dans les pays anciennement industrialisés, mais par la financiarisation, on voit une très grande fragilité même y compris des pays émergents. Par exemple, on voit une très grande fragilité actuellement du Brésil ou des pays pétroliers, dans la mesure où effectivement ils sont
tributaires des marchés internationaux qui fluctuent en fonction dont les fluctuations sont amplifiées par la spéculation. Crise sociale, bon, c'est ce que je vais démontrer, et crise environnementale, on connaît l'urgence climatique, on connaît les problèmes de pollution. Donc, en dépit de ce constat, on est quand même suffoqué de voir que le néolibéralisme, qui est hostile à toute régulation excepté celle des marchés, reste largement dominant. C'est, disons, la doctrine des grandes institutions internationales, de l'Europe, de nos pays. Donc, il n'y a pas de remise en cause de cette doctrine, bien qu'elle ait produit l'état du monde que je viens de décrire rapidement. Alors, donc, premièrement, montée de la désaffiliation à un système qui ne procure plus de sécurité. On constate une paupérisation et une précarisation dans les pays développés. Et même au niveau mondial, l'OIT prévoit plus de 200 millions de chômeurs fin 2016. On constate qu'également 1 milliard d'êtres humains souffrent de la faim, 1 milliard vivent dans des bidonvilles, et souvent ceux qui souffrent de la faim et qui vivent dans des bidonvilles sont des paysans du tiers-monde qui ont été chassés de leurs terres. Aux USA, qui est le pays dominant, plusieurs économistes ont indiqué que seulement 63% de la population en âge de travailler travaille ou cherche du travail, ce qui veut dire que près de 40% de la population s'exclut elle-même du travail. La classe moyenne, qui représentait 62% de la population en 70, n'est plus majoritaire. Ses revenus ont baissé en termes réels. C'est le fruit de la montée des inégalités. Et pourtant, on salue la réussite des USA en matière de croissance du PIB et en matière de baisse du taux de chômage, mais c'est une baisse du taux de chômage illusoire dans la mesure où une grande partie de la population s'est retirée du marché du travail. En Europe et en France, on a un taux de chômage très élevé au sud, de plus de 10%. On constate une précarisation, un phénomène de travailleurs pauvres, par exemple, une proportion énorme d'embauches en France se fait avec des contrats à durée déterminée de moins d'un mois. On constate également le phénomène d'ubérisation, qui est un système de travail sans garantie sociale et sans sécurité. Alors, nous avons également une crise environnementale. En dépit du protocole de Kyoto, les émissions de gaz à effet de serre ont continué d'augmenter. Elles sont à plus 61% par rapport à 1990. Je rappelle que le protocole de Kyoto avait prévu de les baisser de 10%, du moins dans les pays industrialisés. Et donc ça recouvre effectivement les augmentations de gaz à effet de serre de la part de la Chine et des pays émergents, dont on a vu qu'ils dépendent largement de la consommation des pays développés. Mais dans les pays développés eux-mêmes, il n'y a pas eu de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Si on les comptabilise,
comme émissions liées à la consommation des pays développés et non pas liées à leur production. Voilà. Donc, ce qu'on constate également, c'est que les engagements des États à la COP 21 de 2015 sont insuffisants pour contenir le réchauffement climatique en dessous du 2 degrés Celsius, et que donc il y a une grande inquiétude sur la capacité de l'ensemble des pays à faire en sorte que le climat ne passe pas la limite des 2 degrés Celsius qui est définie par les météorologues comme le point de non-retour par rapport à un dérèglement climatique. Voilà, donc effectivement, il faudrait pour rester en dessous de ce 2 degrés Celsius, que les émissions de gaz à effet de serre mondiales baissent de 10% tous les 10 ans et qu'on arrive à 0 en 2100. Et il y a beaucoup de signes inquiétants. Il y a une contestation, par exemple, de la capacité des forêts à absorber le carbone, les forêts primaires. En tous les cas, des hypothèses selon lesquelles cette absorption serait beaucoup plus faible que ce que l'on imaginait. Et puis, effectivement, vu la façon dont ça s'est passé depuis 1990, il y a beaucoup d'inquiétudes sur la capacité des États à baisser leurs émissions de gaz à effet de serre. D'autre part, effectivement, il faut savoir que la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre ne comprend pas les émissions liées au commerce international, aux échanges de marchandises, et ne comprend pas les transports aériens, les émissions liées au transport aérien. Donc, effectivement, et là, ces émissions ne sont pas comptabilisées, donc une incertitude sur ce point. On a également, effectivement, du point de vue de la biodiversité, du point de vue des flux de nutriments, du point de vue des entités nouvelles, molécules de synthèse, nanoparticules, du point de vue de la charge en particules atmosphériques, dépasser, d'après les scientifiques, les frontières de la planète. Et on s'en approche, comme je viens de le dire, pour le changement climatique et pour la déforestation. On constate également une menace sur la sécurité. Il y a montée des risques, c'est ce que disent par exemple les réassureurs, la SCOR, je cite la SCOR, qui indique que 80% des destructions survenues sur Terre en 2014 étaient le fait de la nature, tsunamis, éruptions volcaniques, sécheresse, phénomènes microclimatiques. Et effectivement, les rapports Stern ont évalué le coût du changement climatique qui semble très important. En tous les cas, bien supérieur à aux investissements qui seraient nécessaires pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. On constate également donc des marchés financiers extrêmement volatiles, spéculatifs, qui déstabilisent les producteurs, agriculteurs et industriels et les pays. Et donc vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement il y a une menace de nouvelles crises liées à la bulle construite par l'injection massive de liquidités par les banques centrales. On constate également une multiplication des conflits armés
Donc l'ensemble de ces choses conduisent effectivement une partie de la population à désespérer en fait du système actuel, une partie croissante des populations, et à se prendre dans la main pour construire des alternatives. Alors, du côté des territoires, effectivement, ils sont dans une situation, justement, où ils ont perdu la main. Je cite le directeur de l'ADEME de Picardie, qui indiquait qu'un emploi sur 3 en Picardie dépend de centres de décision étrangers. Et il indiquait également qu'un emploi sur 2 dépend de centres de décision hors région. Bon, ça c'est moins dramatique, mais voilà. Donc, difficile de réguler une économie territoriale dans ces conditions. Et cela correspond effectivement à la mondialisation et l'augmentation de la taille des entreprises et de leur champ d'activité. Je citais également Pierre Calame dans son essai sur l'économie qui indiquait qu'une grande ville moderne connaît infiniment moins bien son fonctionnement réel, les flux d'échanges internes et les flux d'échanges avec l'extérieur, l'énergie et les ressources naturelles consommées, qu'un village chinois d'il y a 2000 ans. Effectivement, j'étais frappée, par exemple, lors d'une étude de la région Nord-Pas-de-Calais sur ses émissions de gaz à effet de serre, par le fait qu'elle ne connaissait que les émissions de gaz à effet de serre des résidents, mais pas du tout du trafic qui traversait son territoire. Voilà, donc on a d'énormes lacunes. Les territoires ont d'énormes lacunes dans la connaissance de leur territoire. Et alors, effectivement, ces territoires qui sont proches des citoyens ont la possibilité de les convoquer pour une élaboration démocratique du futur que nous voulons. Et effectivement, ils mènent des expérimentations de développement durable au service des populations. Ça se fait à travers les agendas 21, les plans climat territoriaux, les programmes LEADER, les TEPOS, tout un ensemble de programmes qui visent justement à relocaliser les richesses sur les territoires. Ça se fait à travers des développements de programmes d'énergie renouvelable, des programmes de développement de boucles d'économie circulaire. Par exemple, j'ai été témoin d'une communauté de communes qui avait dans ses zones commerciales complété son cahier des charges de façon à ce que justement les entreprises qui s'y implantent aient entre elles des boucles d'économie circulaire. Ça se passe également avec la reconversion vers une agriculture respectueuse de l'environnement. Ça se passe à travers la mobilisation de l'épargne locale. Il y a eu différentes techniques de mobilisation. Vous connaissez le crowdfunding, etc. Donc, pour reprendre, pour mobiliser tous les acteurs de façon à ce qu'on ait un ancrage économique territorial, les collectivités utilisent beaucoup le secteur de l'économie sociale et solidaire, dans la mesure où il y a une proximité, disons, d'intérêt entre les deux. Les collectivités en charge de l'intérêt général et l'économie sociale et solidaire, qui a un objectif de non-lucrativité, de réinvestissement dans l'activité et d'association des parties prenantes. On constate que l'économie sociale et solidaire a été extrêmement dynamique
dans les dernières années, puisque l'emploi dans cette économie sociale et solidaire a augmenté de 24% depuis 2000. Et cet emploi est à 83% dans les associations. On constate également que cette économie sociale et solidaire, justement, a initié ce qu'on appelle les pôles territoriaux de coopération économique, qui sont des regroupements d'acteurs économiques, souvent à l'initiative des entreprises d'économie sociale et solidaire, mais qui regroupent également des PME, des PMI, des collectivités locales, des centres de recherche, des organismes de formation, qui agissent dans le secteur du bâtiment, de l'agriculture, de la culture, des éco-activités. Donc, se forment des consortiums afin justement de relocaliser l'activité et pour un développement durable. Donc toutes ces stratégies de territoire concourent à une certaine résilience des territoires. On sait, enfin, il y a eu plusieurs analyses qui ont montré qu'effectivement, il y avait une grande inégalité qui se créait entre territoires, avec d'une part les métropoles qui concentrent les emplois, et d'autre part les territoires ruraux qui se désertifient. Et donc, ces stratégies permettent effectivement une résilience des territoires. Mais il ne s'agit pas d'un projet autarcique, il s'agit de reprendre la maîtrise du développement en conduisant des partenariats avec d'autres territoires. Alors, nous avons, j'avais également prévu de parler de la construction de la solidarité dans les pays en crise. On voit qu'il y a les mouvements citoyens en Espagne, en Grèce et au Portugal ont créé de leur propre initiative des lieux autogérés offrant des services gratuits aux populations devant les carences étatiques, centres sociaux, coopératives de production, jardins partagés, cliniques sociales, entraide contre les expropriations, avec un slogan, en tous les cas des Espagnols, qui est tout à fait intéressant. Les 99% ne tolèrent plus la cupidité et la corruption des 1%. Et donc on constate également une importance croissante de la société civile. Internet permet des avancées en matière de démocratie de base. Donc on peut voir le succès des alertes et des pétitions en ligne. Par exemple, c'est une pétition de Havas qui a fait céder Benetton dans l'indemnisation des travailleurs du Rana Plaza. Jusqu'à présent, ils ne voulaient pas. Internet permet des coopérations professionnelles en ligne. On constate une efficacité des ONG avec un rôle majeur de ces organisations non gouvernementales dans le succès de la COP21. Et effectivement, on espère que grâce à la pression qu'elles vont exercer, les engagements, et même au-delà, vont pouvoir être tenus. On constate également des réalisations proprement citoyennes, comme éoliennes en pays de Vilaine. Donc je soulignais qu'il s'agit dans toutes ces initiatives d'un changement de culture, une mobilisation citoyenne portant une nouvelle culture de responsabilité et une aspiration à l'autogestion, une culture de coopération plutôt que de concurrence dans toutes les stratégies de reconquête de l'économie locale, notamment par exemple l'économie circulaire. On voit qu'effectivement ce sont des coopérations dans la durée qui la permettent.
On constate également une mixité des acteurs engagés, avec une liaison entre les pouvoirs publics aux différentes échelles, les citoyens, les ONG, les entreprises de diverses natures. On constate des innovations sociales qui partent des besoins du territoire et qui sont un petit peu en contradiction par rapport à ce qui est vanté, à savoir les innovations technologiques à la conquête de marchés internationaux. Alors, ces initiatives permettront-elles de mener une transition vers une alternative durable? Le problème de ces initiatives, c'est qu'elles sont diverses, éparpillées, mais elles savent déjà se coordonner et faire entendre leur voix. Elles savent se coordonner, on voit des collectifs comme Ville en Transition, Alternativa, Transition Citoyenne. Elles savent faire entendre leur voix aussi bien au niveau international, lors des COP21, etc., des grandes réunions. Elle dessine une véritable sortie de crise en mobilisant les ressources locales, en créant des richesses et des emplois, en diffusant des valeurs de responsabilité et des valeurs d'engagement citoyen. Voilà, mais nous avons effectivement une course de vitesse. Nous avons une course de vitesse dans les opinions publiques par rapport à un populisme nihiliste qui se nourrit du désespoir social, et une course de vitesse est engagée par rapport à l'urgence climatique. Donc, je termine par quelques propositions. Accroître l'information environnementale pour pouvoir différencier, encourager l'investissement citoyen, décloisonner et propager une véritable culture de coopération, entraîner les corps intermédiaires, y compris internationaux, vers une écoute, un relais des aspirations des populations, et embarquer par tout moyen les firmes multinationales dans la transformation, avec une interrogation, la soft law, c'est-à-dire les engagements volontaires, suffiront-ils ?